Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour Lucas. Ça va? Au sommaire de votre magazine du cinéma belge, une conversation à bâton rompu avec Lucas Belvaux et sa comédienne Émilie Dequesne à l'occasion de la sortie de Pas son genre. Après 38 témoins, le 9e long métrage du Namurois délaisse a priori le thriller politisé pour une histoire plus intime, Pas son genre, la romance, à voir. Côté sortie plein feu sur Postpartum, premier long métrage de Delphine Noëls avec Mélanie Doutet et Jalil Lesper. Et pour faire bonne mesure, ajoutons un peu d'ambiance de tournage, celui de Brabanson, la première comédie musicale belge. Bienvenue dans Home Cinéma. Et vous lisez quoi? Un peu de tout, des revues, des magazines. Des romans surtout. Anna Gavalda. Vous connaissez? De nom, oui. J'adore. Je vous en prêterai. Vous verrez, c'est super. Hein. Il est jeune, beau, prof de philosophie, elle est coiffeuse, insouciante et plutôt versée dans la culture populaire. Leur amour suffira-t-il à renverser les barrières culturelles? Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Après des films noirs, Lucas Belvaux se confronte à la relation amoureuse en interrogeant les rapports de classe. Une démarche qui offre des rôles magnifiques à Loïc Corberry et Émilie Dequesne, à nouveau éblouissante de naturel. Sortie le 7 mai. Comment t'expliques qu'un homme qui sait tellement de choses sait plus rien dès qu'on parle de sentiments? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? J'espère juste que tu m'as pas trop menti. En fait, je suis assez content de vous avoir tous les deux parce que vous avez beaucoup de divergences, bien sûr, énormément. Mais en fait, vous avez aussi un point commun assez incroyable. C'est que vous avez commencé très jeunes tous les deux, avec une vocation farouche, avec une idée très précise de ce que vous vouliez faire. Début des années 80, 80. Philippeville, c'est ça? Ouais. Et tu montes à Paris. Ouais, c'est une histoire amusante, quoi. Enfin, quand on la vit, en tout cas. Moi, je suis parti, j'étais en fugue. C'est-à-dire qu'un matin, je suis parti avec mon sac d'école sur le dos, puis dedans, j'avais des chaussettes, un caleçon, un pantalon. Avec une idée très précise de... Oui, l'envie d'aller à Paris, de devenir comédien. Pour finalement ne plus être acteur aujourd'hui. Mais c'était une espèce de vocation. Ouais. Tu reviens de temps en temps, de toute façon? Oui, de moins en moins. On me propose de moins en moins de choses. Mais c'était une vocation, oui. Toi, Émilie, c'est paradoxal parce que, enfin, il y a vraiment quelque chose enfin, il y a beaucoup d'histoires, tu vois, qui traînent sur le casting, notamment de Rosetta. C'est vrai que tu t'accrochais aux tables ou que tu voulais pas partir? À un moment donné, les frères me disent de jouer, enfin, me font improviser et je suis censée être une jeune femme qui se fait virer, mais elle veut surtout pas faire ce travail. Donc, ils m'expliquent que je ne veux pas me faire virer, que je ne veux pas quitter cet endroit où je travaille. Donc, à un moment donné, je veux pas quitter l'endroit où je travaille, je m'y accroche, quoi. J'ai pas cherché beaucoup plus loin. Quand on me donne des directions, je les suis. Et évidemment, on compare toujours mon envie de vouloir décrocher le rôle, mais c'était plutôt mon envie de faire exactement ce qu'on me demandait de faire, quoi. C'est marrant, cette anecdote sur Rosetta, moi je la connais pas, je la connaissais pas. Tu la connaissais pas? Mais c'est assez symptomatique de ce que tu fais encore aujourd'hui, enfin de ta façon de travailler aujourd'hui. C'est-à-dire d'être immédiatement, d'être dans la situation et de se tenir d'abord à ça. Et comment tu prépares un rôle comme le rôle de Jennifer dans Pas son genre? Préparer Jennifer, je l'imaginais tellement radieuse. Au scénario, il y avait déjà beaucoup de choses. Moi, généralement, le scénario, il me sert à fantasmer sur les émotions que vont me procurer le film que je vais voir. Donc, il y a mes propres images, puis je rencontre celles de Lucas. Enfin, de Lucas ou de mon metteur en scène, mais après, c'est de ça qu'on part pour travailler ensemble. Et pour Jennifer, moi, je l'imaginais... elle est tellement légère... Et je voulais travailler sur cette légèreté et sur cette faculté au bonheur dont elle dispose, enfin, dont elle fait preuve. C'est parti. C'est quand même une fille qui est heureuse tout le temps. Et je voulais qu'elle le porte sur le visage. I need love, love, to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama say you can't hurry. C'est aussi bête que de se dire, ben voilà, moi tous les matins je veux me réveiller avec une tête... fraîche. Donc je dormais beaucoup. J'essayais de dormir beaucoup. C'est un film d'amour, c'est une romance. C'est la première fois que tu fais un film comme ça.
Il y avait pour rire c'était pas une romance, mais c'était un film qui parlait de ça quand même. C'était une comédie sentimentale. Oui, là, c'est aussi. vraiment une comédie romantique, presque. Oui, ici c'est plus une comédie romantique, alors que pour rire c'était un peu un vaudeville. C'est vous le désespéré? Oui. Mais à chaque fois, je tords un petit peu le cou. Mais en fait, aussi, tu vas plus loin. C'est-à-dire que tu explores, tu sondes un peu comme dans La Dentelière, ou même, le film peut évoquer certains films de Truffaut, à mon avis. Hein. Je pensais à La peau douce, où il y a l'insondable. Il y a l'insondable entre ce couple. Bon, alors bien sûr, il y a les barrières sociales, etc. Mais moi, très honnêtement, je l'ai pas vu que comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le non-dit, d'ailleurs, la conclusion épouse bien ça. Comment est-ce que, en fait, tu t'es mis un challenge, tu t'es dit, je vais faire une romance, je vais faire un film d'amour? Non, moi, je fonctionne pas tellement comme ça. C'est-à-dire que... T'avais envie de ça? J'avais envie de ça. Après les deux films? Même pas. C'est tout à coup, il y a quelque chose qui se présente. Là, en l'occurrence, c'est un livre, mais ça peut être une envie en lisant un journal, enfin réagir à un fait divers, ou tout à coup, un matin... Voilà, il y a quelque chose, je me dis, j'ai envie de travailler là-dessus. Et après, je me pose pas la question des films précédents, Mais tu penses à La Dentelière, quand même, quand tu fais ça? Alors, étrangement, j'ai plus pensé à La peau douce. Ah bon? Qui est un film que j'aime beaucoup, vraiment. Et à des films américains. Et c'est marrant parce que La Dentelière, qui est un film que j'ai vu en plus, que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps, j'y ai pas pensé. Lui, c'est François. Il est étudiant. Elle, c'est Béatrice, mais on l'appelle Pomme. Elle est apprentie dans un salon de coiffure. Logiquement, leur route n'aurait jamais dû se croiser. Mais l'amour n'a jamais été logique. C'est curieux, j'ai pas pensé à La Dentelière. Et c'est marrant parce que Goretta, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand j'étais acteur. Ouais, et tu as travaillé avec des gens incroyables. En fait, c'est quand même dingue. C'est que donc, tu montes à Paris, très vite, tu travailles avec Yves Boisset, Chabrol, Rivette, Ferreri. Tu travailles avec des gens quand même assez prestigieux. Beaucoup, mais j'ai travaillé avec des bons. Oui, Olivier Assayas aussi. Tu as fait son premier film, Désordre, qui est une merveille. Un beau film, c'est un très beau film. Et oui, j'ai eu cette chance-là, et c'est comme ça que m'est venue d'abord l'envie de réaliser, et j'ai quand même beaucoup appris, même si on ne sait pas précisément ce qu'on a appris de chacun, on se rend compte au bout du compte que... quelque part, on a compris les choses. Enfin, je sais que de Chabrol, j'ai appris qu'il valait mieux travailler dans la bonne humeur que dans la tension. Ah, mais t'as bien retenu la leçon, hein, parce que vraiment... C'était beaucoup plus efficace. Je vais te dire en secret. Mais tu me promets de pas le répéter. Je te jure. Je les surveille tous, jour et nuit. Et au premier, faut pas qu'ils font... C'est ça? Mais il y a un côté chabrolien aujourd'hui dans ton travail très fort. Je pense que Chabrol est un immense réalisateur. Oui. Et que son image, enfin l'image qu'il a inventée, qu'il a créée, le chacha qu'on voit à la télé, qui blague de tout, qui dit tout le temps qu'il est feignant, qui parle que de bouffe, etc., c'était une espèce de leurre. Comment ça se passe le travail sur le plateau de Lucas par rapport à d'autres tournages exigeants que tu as pu faire tout au long de ta carrière? Là, pour le coup, ce qu'il a dit sur le fait de travailler dans la bonne humeur, etc., c'est évident, quoi. Et en même temps, il perd pas une seconde. Alors, je sais pas si c'est toi qui génère ça ou si c'était Alexandra, notre première assistante, mais il y avait un truc où, au fond, j'avais l'impression que ce qu'on avait à faire dans la journée, ça se passait plutôt facilement. Ça, jamais, on ne travaille pas du tout dans la douleur avec Lucas. Mais en même temps, tout s'enchaînait très, très vite. Alors, parfois, ça nous permettait de finir parfois même un peu plus tôt que prévu dans la journée. Mais il y a une concentration qui est vraiment permanente. Je trouve qu'on est très concentré. Moi, même limite pendant la coupure repas, j'ai pas l'impression que ça se détende. Il y a un truc comme ça. Et en même temps, c'est gai. T'aimes quoi comme musique? Non, plein de choses. On pourrait répéter un duo ensemble. Non. Je suis sûre que tu chantes bien. Non, je chante faux, j'ai toujours chanté faux. C'est parce que t'oses pas. Il faut se lâcher et après, c'est super. Hier soir, ça t'a plu? Hier soir, j'étais pas dans mon état normal. Bah, justement, gros malin, c'est le but. Moi non plus, personne. Allez, un truc facile qu'on peut faire ensemble. Genre, il était une fois. Toi, tu ferais lui. J'ai encore rêvé d'elle. Et moi, je ferais Joël.
Je rêve aussi. C'est très troublant en fait de te voir progresser, pas progresser, mais de te voir dans tous ces registres différents et d'avoir cette espèce de spontanéité toujours incroyablement juste dans l'ici et maintenant. Je sens mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Ouais, pour moi, c'est maintenant. Mais c'est ça, c'est dans l'instant. Oui, mais je travaille quand même avant. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est bouge-toi les oreilles. Non, mais ce qui a... Non, ça va, tu peux l'entendre. Mais ce qui est assez stupéfiant, et je pèse mes mots, avec Émilie, c'est sa capacité à la fois... Donc, passons sur le talent. Moi, je trouve qu'elle a un talent exceptionnel. D'accord, je me bouche les oreilles. Après, c'est sur le travail. Oui, c'est ça. Et c'est à la limite, le talent ne compte plus. C'est comme s'il n'y en avait pas, on l'oublie. C'est là, c'est comme ça, puis voilà. Et elle travaille énormément avant. Je ne sais pas comment, ça ne me regarde pas à la limite. Et quand elle arrive sur le plateau, donc c'est pas à toi que je vais apprendre ça, les films on les tourne dans le désordre, tout est mélangé, donc les premiers jours de tournage on tourne des choses qui sont à la fin, etc. Les acteurs parfois on est obligé de les recadrer, souvent on leur dit attention ce qu'on tourne là, ça sera après ci, après ça. Avec elle jamais, elle sait toujours très précisément où elle en est de l'histoire au moment où elle le fait. Et on peut commencer à travailler à partir d'une base qui est super solide. Donc ce qu'elle va me proposer va être juste. Et en même temps, je peux lui dire, Émilie, sur ces deux répliques-là, il faut faire différemment parce que je pense que ça peut relancer le truc, rythmer un peu plus, un peu moins, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, pas trop. Vous les coiffez comment d'habitude? Moi, je les coiffe pas vraiment. Avec les mains? Libre, un peu flou? Oui, c'est ça, oui. Vous voulez qu'on essaie quelque chose d'un peu plus moderne? Plus structuré, comme ça? Ça irait bien avec votre visage. J'aime bien comme je suis. On change rien, alors. Tes deux derniers films, donc que ce soit 38 témoins ou Rapt, ce sont des films qui sont engagés quelque part. Ici, j'ai l'impression que dans Pas son genre, il n'y a pas forcément de jugement. Ah non, là, il y en a. Je vois pas de jugement, c'est-à-dire que je vois un film très ouvert, très codé. Comment tu situerais ton point de vue là-dessus? Le jugement, il n'est pas dans ce film-ci sur les personnages. C'est pas un film moral, c'est un film politique, je dirais. C'est-à-dire que quelque part, il n'est pas question d'eux. Eux, je les aime autant l'un que l'autre. Je n'ai pas à les juger. Ils font rien de condamnable. Il n'y a rien à juger dans leur histoire. En revanche, ils sont les deux dans une situation, quel monde dans lequel on vit, où on se rend compte que parfois, ça devient impossible de s'aimer. Que deux êtres libres, attirés l'un vers l'autre, peuvent être séparés par des conventions sociales ou, en l'occurrence, là, plus culturelles. Ils ne lisent pas les mêmes choses, ils n'écoutent pas la même musique et ne viennent pas du même endroit. Ils n'ont pas la même histoire familiale. Et donc, est-ce qu'avec ces quelques petites différences qui sont en plus théoriques, on peut se dire que c'est théorique. Oui, parce que ça conditionne rien dans l'absolu. Non. Aimer ou pas les mêmes livres, on s'en fout. Et puis finalement, si. L'histoire va faire, leur histoire personnelle à chacun, va faire que c'est extrêmement compliqué. Mais c'est juste que si tu vois sur Pas son genre, moi j'ai l'impression que tu t'effaces beaucoup plus. C'est un film modeste. C'est pour deux raisons extrêmement... je me suis pas dit je vais faire un film modeste, mais quand j'ai commencé à le préparer, donc j'avais écrit le scénario, commencé à préparer mon découpage, si, voilà, c'est un film où il y a beaucoup de textes, la parole est très importante, les échanges entre les deux, même s'il se passe plein de choses, des chansons et tout ça, c'est comment on filme ça. Et c'est pas la peine de faire des grands effets de caméra pour filmer deux comédiens. Ce qui est important dans ce film, c'est les personnages, c'est les comédiens et le texte. Filmons simplement, c'est ce qui marche le mieux finalement. Moi, j'ai aussi grandi avec les Snuls et à l'époque, tu vois, de Rosetta et de tout ça. Avant Rosetta, même avant, il y avait des sketchs, tu sais, des Snuls qui disaient y a-t-il un bon film belge dans la salle où tu voyais Janin, Liberski, Alain Sass avec des Sontiac noirs et des Perfecto noirs disant, et t'avais Nioul qui disait un bon film belge commence toujours par un long travelling à travers la campagne. C'est long et chiant et chiant et chiant. Il y a eu beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de films, forcément il y a eu des moyens économiques qui sont beaucoup plus conséquents, mais il y a eu surtout un avant et un après les films dont on a cité, notamment Rosetta. Mais c'est vrai que oui, moi je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Ah oui, t'as grandi avec ça. Ouais, complètement. Et j'ai vu moi ce qui s'est passé, j'ai assisté à des réunions, je suis juste comédienne, j'ai assisté à des réunions avec les frères où après Rosetta, ils commençaient à réfléchir, à se dire bon, ok, il y avait un tel avant, effectivement, qui s'exportait en dehors des frontières de la Belgique. Et puis, là, on vient de se prendre une palme d'or.
comment on fait pour que ça arrive encore, ce genre de choses, quoi. En gros, c'était la question qu'ils étaient en train de se poser. Et comment on fait pour que ça dure et que ça tienne. Et de là sont apparus petit à petit plein de choses et de systèmes qui se sont mis en place. Et c'est vrai que moi, je reçois, même quand je ne tourne pas avec un metteur en scène belge, en général, il y a de la Belgique qui est là, qui est productrice et qui coproduit les films que je fais. Il y a un avant et après les Dardennes, ça c'est indiscutable. Je me souviens, je discutais, je ne sais plus avec qui disait, mais quand même, quand on voit les acteurs et les actrices belges aujourd'hui qui ont éclaté au cours des 15 dernières années, les 3/4, c'est les Dardennes qui les ont découverts. Et je pense que le cinéma, ou le goût qu'on peut avoir pour un cinéma national, ça tient aussi beaucoup aux acteurs. Il faut des acteurs qui existent très fort, et on n'a pas forcément besoin de Starlet ou d'Alain Delon. Enfin, il faut des acteurs qui, tout à coup, quel que soit le physique, quel que soit parfois même l'accent, etc., peuvent toucher partout, et donc il faut des grands acteurs et des bons acteurs. Quand une fanfare flamande s'associe à une fanfare wallonne dans le but de participer à un grand concours européen, il y a du conflit dans l'air, mais aussi la matière à la première comédie musicale belge. À la baguette pour diriger ce projet fou, Vincent Bal, un homme qui n'a peur de rien et qui a déjà réussi l'exploit de fédérer le nord et le sud du cinéma. Brabançonne, c'est l'histoire de deux harmonies belges, une wallonne, une flamande, qui sont en compétition pour être les représentants européens de la meilleure harmonie. Les Flamands, ils ont perdu leur soliste dans la présélection belge parce qu'il est mort sur scène. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors dans la finale? Ils ont une idée, ils vont voler le soliste des Wallons. Et ils ont de la chance parce que lui, il est en conflit avec son frère qui est chef d'orchestre. Alors, il vient chez les Flamands. Et donc, après... Et puis c'est une histoire d'amour, c'est une histoire où il y a vraiment de la trahison, il y a de la vengeance, c'est une vraie comédie musicale dans tous ses aspects, quoi. Et naturellement, il faut des bons acteurs, mais aussi des bons chanteurs. Pour trouver un Hugues, c'est pas facile, on a fait beaucoup de castings. Et puis j'ai vu ce film Mobilhome que j'ai beaucoup aimé, et là j'ai vu Arthur, et je me suis dit tout de suite, c'est lui Hugues. Moi j'ai appris la trompette pour le film, j'ai 3 mois de trompette derrière moi et je suis pas mécontent. Parce que comme je suis musicien, j'aime bien jouer des instruments, que ce soit percussion, piano, guitare et tout, que j'ai à la maison. Et maintenant je rajoute trompette à mon kit. C'est le producteur Peter Boeckhaert qui m'a demandé un jour c'est quoi que tu veux vraiment encore faire. Et moi j'ai toujours eu envie de faire une comédie musicale. Et je lui ai fait un petit CD avec toutes les chansons que j'aime bien. Et il m'a répondu un petit texto, j'ai entendu un film là, on va le faire. Et puis il y a des autres films, naturellement, comme on connaît la chanson, les séries de Dennis Potter, des films de Christophe Honoré que j'ai beaucoup aimé. Alors, voilà. Je vois un peuple qui est uni, quoi. Oui, certes, avec des petites différences culturelles. On dit que les Wallons sont un petit peu plus expansifs que les Flamands. Pas tout le temps, ça dépend du nombre de bières qu'ils ont bu, ça dépend de... Non, je rigole, mais ça dépend en fait. Ça dépend de la situation. On dit qu'ils sont un peu plus froids, les Flamands, mais c'est pas vrai. Il y a des Flamands qui sont encore plus fous que les Wallons. Tout ça, c'est très intéressant d'être français, d'être extérieur, parce que du coup, je peux voir un peu ce que sont les clichés et ce que moi je vois dans la réalité, qui des fois se croisent avec les clichés et des fois pas du tout, quoi. J'espère que ça va être un bon film, et plus qu'un bon film, j'espère que ça va être un grand film, on verra, mais en tout cas touchant et qui nous embarque dans une poésie musicale. Et voilà, dans le petit salon, pour parler... dans l'émission, il y a une petite rubrique qui est prétexte souvent à parler d'un metteur en scène, d'un film ou d'un acteur, en fait. Ça peut être très large. Et là, en l'occurrence, j'ai vu un film qui s'appelle Ida, de Pavel Palikovski.
fait, c'est un metteur en scène polonais qui vit à Londres depuis des années, qui a fait plusieurs films, il a fait beaucoup de documentaires, il a fait 2 fictions produites par Channel 4, enfin un film fort à l'époque, notamment un film avec Emily Blunt, un des premiers films d'Emily Blunt qui s'appelle The Summer of Love. Et donc, visiblement, il est retourné en Pologne pour faire ce film, qui a un très très petit budget, qu'il a fait dans des conditions drastiques, vraiment en noir et blanc. Va-t-on imposer un film en noir et blanc, en 4/3, sur l'histoire d'une nonne juive, dans un contexte... C'est l'intérêt des petits budgets, c'est qu'on peut raconter ce qu'on veut. Jestem pani siostrzenicą. Kim jesteś? Urodziłaś się w Piaskach. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Jutro pojadę do Piasków. Pojedziemy razem. En fait, je pense vraiment que c'est un film qui est touché par la grâce, ça existe. On parlait de Bresson tout à l'heure, je pense qu'il y a un rapport bressonien, mais c'est pas du réchauffé, c'est-à-dire qu'il réinvente quelque chose véritablement. C'est un film sur le sacrifice, sur l'amour, sur la spiritualité. Enfin, ça embrasse énormément de choses et le film est d'une beauté formelle absolument incroyable. L'empathie, en fait, avec cette nonne, et, surtout, et bien sûr sa tante, qui est vraiment la pile et face, c'est vraiment les 2 faces d'une même pièce, est tellement... Enfin, c'est-à-dire que tu ne t'ennuies jamais. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'un gamin de 15 ans peut voir ça, et avec beaucoup d'intérêt. Mais on parlait de Bresson, justement, il y a ça dans le procès de Jeanne d'Arc, par exemple. Moi, je suis athée comme c'est pas possible. Pour moi, l'image de Jeanne d'Arc, c'était une espèce d'hystérique, une pauvre fille hystérique qui entendait des voix. Tout à coup, avec les minutes du procès, interprétées comme c'est interprété, filmées comme c'est filmé, tout à coup, j'ai l'impression d'accéder à quelque chose auquel j'ai pas accès naturellement. Où je me dis, bon, finalement, c'est peut-être pas de la folie. Le mois passé, le public du Bruxelles Film Festival découvrait le premier film d'une jeune maman posant sur la maternité un regard saisissant. Rencontre avec la réalisatrice Delphine Noëls, qui dans Postpartum fait perdre la raison à Mélanie Doutet. Le film sort le 28 mai. C'est un film sur l'histoire d'une femme qui a un enfant. Et l'amour entre cette femme et cet enfant n'est pas évident. Et ça raconte cet amour qu'elle doit créer entre elle et l'enfant. Elle est vétérinaire, ça se passe en Bretagne. C'est un couple de vétérinaires pour qui tout va bien jusqu'à la naissance de cet enfant. Plus cette femme rentre en amour avec son bébé, plus elle devient folle. Et le choix de Mélanie se situe là. Pour moi, Mélanie, c'est l'antithèse de la folie. Et c'était ça qui m'est apparu comme important et comme porteur pour le film. Tu sais que toutes les mamans, elles aiment leurs enfants. Rose, est-ce que tu es d'accord pour que je sois ta maman qui te protège? C'est passionnant parce que justement, on touche à énormément de choses qu'on n'ose pas aborder encore, qui sont tabous, qui sont la maternité, qui sont... la pression sociale autour de l'état de jeune maman. Donc c'est vraiment des choses passionnantes qui touchent toutes les femmes et je trouve qu'il reste encore assez tabou. C'est pas toi qui commande ici. Vous avez vraiment besoin d'être soignée. Arrêtez de me faire passer pour une folle. Je suis pas papa, moi. C'est papa qui donne les bains et moi je suis pas papa. J'ai voulu traiter l'histoire par le biais du thriller. Plus cette femme crée cet amour, plus cet amour devient potentiellement dangereux. C'est rare de rencontrer des films où on laisse autant la place à l'humain, à la sincérité et à la question de qu'est-ce que l'amour de la maman. C'est pas normal qu'elle pleure comme ça. C'est ça, être maman, ma chérie. Pardon. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. Marie qui vient chaque mois donc présenter son agenda. Voilà, je vais vous parler de l'actualité du cinéma belge du mois de mai. Alors le Brussels Short Film Festival a débuté le 23 avril, donc c'est que des courts-métrages, à Beaux-Arts, à Flagey, au cinéma Vendôme et dans d'autres lieux de Bruxelles. Il propose aussi des projections gratuites sous chapiteau Place Fernand Coq. Et la veille de la clôture, le 2 mai, à 22 h à l'INSAS, donc l'école de cinéma bruxelloise, il y aura une grosse soirée donc, pour terminer le festival. On quitte Bruxelles pour si je
peux dire une chose à ce propos. Je crois que c'est le festival organisé par mon cousin. C'est pas vrai. Pascal Lologne, exactement, c'est très vrai. Mais oui. Oui, parce qu'il organise de très belles fêtes. Oui, c'est vrai, toujours. Toujours. Voilà. On quitte Bruxelles pour Namur avec une projection événement. C'est la projection des aventures du prince Ahmed de Lot-Reiniger. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. C'est vrai? Avec un orchestre en plus. Voilà. Et en l'occurrence, cette fois-ci, de nouveau, il y aura des musiciens, des cordes qui seront dirigés par Stéphane Orlando. C'est une projection donc, au Forum de Namur. C'est magnifique. C'est magnifique. Que tu connais bien Namur aussi. Ils font la promotion de l'agenda, c'est terrible. Mais c'est très beau. Enfin, je garde un très beau souvenir. Voilà. Pour les petits-enfants, les grands-enfants. J'ai emmené ma fille. Les amoureux du cinéma, notez dans votre agenda, c'est le 6 mai à 20h au Forum de Namur. Bon, l'événement incontournable de ce mois de mai, c'est bien évidemment le Festival de Cannes, du 14 au 24 mai. On croise les doigts, bien entendu, pour les Belges, mais on aura l'occasion de reparler des lauréats dans d'autres émissions. Côté sortie, il y a 4 films belges ce mois-ci, c'est assez exceptionnel, à commencer par le vôtre, Lucas Belvaux, Pas son genre, qui sort en même temps que Puppy Love, un film de Delphine Léorissi. Ils sortent le 7 mai. Une autre sortie très très attendue, bien entendu, c'est le nouveau film des frères Dardenne, avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet et Christelle Cornil. Donc, il sort le 21 mai. Et puis dernière sortie, le 28 mai, Je te survivrai, c'est le nouveau film de Sylvestre Sbill, avec Jonathan Zakaï. Bref, pas d'excuse pour ne pas aller voir un film de chez nous ce mois-ci, d'autant plus que BTV propose de gagner 2 fois 10 places de cinéma. Alors le principe il est simple, c'est que le concours il s'ouvre aujourd'hui, il se termine le 4 mai à 23h et il suffit de se rendre sur la page officielle Facebook de BTV qui s'affiche, de répondre à 2 questions sur l'émission et puis on croise les doigts et en espérant peut-être gagner donc 2 places de cinéma. Merci Marie. Merci. Merci Émilie, vraiment. Merci Lucas. C'est un plaisir. Merci. Longue vie à Pas son genre et à très bientôt. Merci. Merci Fabrice. J'ajoute que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.